Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Petit à petit, mine de rien, même pas penaud, même pas honteux, toujours aussi empli. De même quand ils disent une chose et son contraire, ils reviennent sur leurs pas, sur les promesses qu'ils nous avaient faites, sur ces promesses au kilo qu'ils nous débitaient si généreusement, 3 kilos bemia, sur leur grande profession de foi patriotarde, sur ces harangues qui faisaient pleurer dans les chaumières FLN et RND, et même sur ce qu'ils nous juraient hier seulement, la main sur le cœur et la larme à l'œil. Parole, parole, pour reprendre les paroles de cette fameuse chanson. Oui, ils nous avaient dit qu'il n'y a pas de crise dans le pays, que c'était les ennemis de l'Algérie qui exagéraient les choses, que les difficultés que nous vivons sont aussi conjoncturelles qu'elles sont passagères, que le pouvoir d'achat des gens ne s'en ressentira pas outre mesure, qu'il n'y aura pas d'inflation ni de recours à l'endettement extérieur, que le secteur public ne sera jamais bradé, et tant de certitudes assénées qui ne sont plus que paroles, paroles. Rien que des mots faciles, des mots fragiles, des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. C'était trop beau, bien trop beau, mais c'est fini. Le temps des rêves, caramel, bonbons et chocolat, ils sont comme le vent qui fait chanter les flûtes et emporte au loin le parfum des roses promises pour n'en laisser que les épines cruelles. Caramel, bonbons et chocolat, merci. Pas pour nous, mais ils peuvent toujours les offrir à d'autres, à ceux qui continuent de croire en eux, malgré les paroles qu'ils sèment au vent. Aujourd'hui. Algérie 24. Exclusif, la liste complète et détaillée des produits alimentaires interdits à l'importation par Adahbar. TSA, inflation 5,8% en novembre par la rédaction. Algérie Focus, privatisation des entreprises publiques, Ould Albès charge Ouyahia par Rania Ariles. La crise s'installe, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau Sami Osseddek, coordinateur général de Pticar. Merci Sami Osseddek d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Si Jamel, et je salue également vos téléspectateurs ce soir. Merci. En Skype depuis Alger, Farhat Aïtali, expert financier. Merci d'être avec nous, c'est Farhat Aïtali. Merci, c'est Jamal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de commencer l'information, une nouvelle vient de tomber. Monsieur Bouteflika, nous dit-on, a présidé un conseil des ministres et il vient de décréter que Yennayer sera fête nationale le 11 janvier. Mais écoutez, mieux vaut tard que jamais, comme dit le proverbe. Voilà. Se dit, on aura mis beaucoup de temps pour que ça arrive. Hein. Oui, tant mieux. Oui. Farhat Aïtali, au sujet de cette info qui vient de tomber. Pardon? Au sujet de cette info qui vient de tomber, que je viens d'annoncer. Monsieur Bouteflika a présidé un conseil des ministres et il vient de décréter que Yennayer, le 11 janvier, sera journée chômée et payée, journée nationale. C'est une sorte de vente concomitante avec la crise économique. Nous nous en félicitons malgré tout. Personnellement, je ne suis pas contre. Au contraire, je suis très heureux que le gouvernement algérien, du moins même par une mesure opportuniste, se soit rendu compte que cette date était une date pratiquement matrice pour l'histoire de l'Afrique du Nord, pas seulement de l'Algérie de toute façon. J'espère que ça va créer une synergie dans les autres pays de la région. Mais bon, ceci dit, je ne pense pas que l'objet du Conseil des ministres d'aujourd'hui était Yennayer. Donc, il fallait quand même trouver une sorte d'échappatoire au problème du moment. Et diversion en même temps que se rallier des sympathies au niveau de la population? La logique voudrait que
la population qui estime que c'est son droit de toute façon, donc on n'a pas de sympathie à attendre en respectant et en reconnaissant le droit d'autrui, particulièrement quand on est pratiquement de la même identité et du même pays qu'eux. Donc ce n'est pas une offre, ce n'est pas un cadeau, à moins que certaines têtes du pouvoir ne s'estiment pas elles-mêmes identitairement de cette terre. Mais bon, à la limite, je considère que dans un conseil des ministres de dernière minute, enfin du dernier jour de l'année, destiné initialement et essentiellement à discuter de la fameuse loi de finances, enfin à faire une cérémonie de signature, c'était inattendu, mais il ne peut pas s'attendre à ce que la population oublie le reste juste parce qu'il y a cette mesure. Restez avec nous, Vrata Italie. Samuel Sadiq. Oui, juste pour dire que bien évidemment, ça ne peut pas être ça ne peut pas faire illusion. Hein, donc, il faut s'en féliciter. Voilà. Hein, mais penser que les Algériens puissent troquer un futur incertain pour une date qui est fêtée déjà par les Algériens. Absolument, si vous qu'il a permettez, toujours été. Qu'il a toujours été. Ils n'ont pas attendu que ce soit tout à décrété. Fait, tout à fait. Donc là, je pense qu'au-delà de ça, ça n'a pas d'intérêt plus que cela. Mais très franchement, on devrait s'en réjouir. Mais à chaque fois, nous sommes déçus parce qu'ils n'ont pas de scrupules. Ils font feu de tout bois. Ils utilisent toutes les ficelles possibles et imaginables pour faire passer leurs choses. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous vous étonniez encore de cela. Oui, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis naïf à ma façon. Je ne pense pas que vous êtes naïf. Loin s'en faut. Mais pour ma part, je crois que c'est des manœuvres éculées, des manœuvres de diversion qui, compte tenu du feu qui se propage aujourd'hui, je parle bien évidemment très symboliquement du feu, hein, la situation économique, sociale du pays qui tend vers des situations encore beaucoup plus compliquées. C'est une allumette face, je dirais, à un brasier qui embrase tout notre pays. Hein. Donc la comparaison entre les deux n'a vraiment pas lieu d'être, franchement. Alors, aujourd'hui, c'est un peu comme si les choses s'accéléraient. Comme si la crise s'installait, mais alors vraiment. Elle fait comme chez elle, au point où il est devenu normal que les populations de villes entières, comme un Naba aujourd'hui par exemple, n'ont plus d'eau dans leur robinet pendant des semaines et des semaines. Au point où plus personne ne s'étonne devant ces longues chaînes pour arracher un sachet de lait à 4 heures du matin. Au point où de très larges couches de la population aujourd'hui ne peuvent plus se permettre des produits pourtant basiques qui considèrent maintenant désormais comme des produits alimentaires de luxe réservés aux riches. Alors, crise, pas crise, passagère, comme nous le dit Yahya, ou crise qui s'installe? Alors d'abord, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme de crise. Je vais m'en expliquer. Une crise, c'est quelque chose qui arrive à un moment où on s'attend le moins. Vous avez un accès de fièvre, vous tombez malade, ainsi. Moi je pense plus, puisque vous parlez par image, je vois plus une longue maladie et qui est très très dangereuse et dont l'état du malade c'est compliqué. Il ne s'agit pas d'une crise parce que tous les indicateurs étaient au rouge depuis un bon moment. Ce n'est pas faute de l'avoir signalé. Je pense que nous avons été plusieurs à le dire et depuis de nombreuses années. Donc ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu, hein, mais c'est une accentuation, une accélération d'un processus de détérioration qui est en marche depuis de nombreuses années. Et c'est vraiment grave? Écoutez, je pense que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave pour différentes raisons. C'est grave parce qu'effectivement, la détérioration des conditions de vie va s'accélérer, bien évidemment. C'est grave parce que c'est démontré encore une fois que ce pouvoir-là est inefficace. Demain, c'est grave parce que tout ce qui est arrivé était prévisible. C'est grave parce que lorsqu'il y avait de l'argent, on aurait pu mettre en des mesures contracycliques, ça veut dire des mesures qui auraient pu aujourd'hui donner des effets lorsqu'on avait de l'argent, lorsque l'Algérie avait de l'argent dans les caisses, on aurait pu faire les réformes de structure avec une aisance financière qui aurait pu, je dirais, financer des filets sociaux, je dirais des amortisseurs pour cette crise-là. Aujourd'hui, on va vers cette crise sans plan,
parce qu'on pourra en discuter plus tard. On a une loi de finances, mais la loi de finances, monsieur, qu'est-ce que c'est? Ça ne remplacera jamais une stratégie économique, des politiques publiques coordonnées, une cohérence et une vision. Tout ça En fait, nous la manque. loi de finances, c'est comment dépenser l'argent dont on C'est les dispose. recettes pour un exercice, Ouais, pour un une exercice, année. voilà. C'est vraiment de la tactique, il nous manque une stratégie. Aujourd'hui, on voit qu'ils en sont démunis parce que ce que je vous dis, tous ces critères sur la longue durée qui allaient vers le rouge, hein, en 2013, en fin 2013, lorsque le baril était à $120, j'écrivais que nous retournerions sur le marché de l'endettement à moyen terme. Alors, il ne s'agissait pas encore de voir ça dans une boule de cristal, mais tous les éléments étaient déjà réunis. Il y a de ça, c'est déjà 5 ans, et on aurait pu le dire avant. Donc, de mon point de vue, ce qui arrive n'est pas une crise, malheureusement. C'est plus grave que cela. Farhat Aïtali, je suis tenté de vous poser la même question. Ben, je suis tenté de vous donner la même réponse que M. Oussedir. Le danger était beaucoup plus apparent à l'époque où justement les moyens du pays permettaient tous les errements qui devaient fatalement nous mener pratiquement là où nous sommes arrivés. Parce qu'il faut se rendre compte que c'est à partir du moment où les finances du pays permettaient quand même une certaine aisance, une marge de manœuvre que n'importe quel incompétent aurait pu gérer, que des incompétences notoires sont arrivées à des positions justement, je dirais pas des positions de pouvoir, mais des positions de force à l'intérieur même du pouvoir, où elles ont pu prendre le dessus, même sur le reste des clans du pouvoir qui étaient peut-être un peu plus raisonnables. Donc, ces $120 le baril ont permis à ces incompétences de s'imposer, d'imposer leur vision des choses, et pratiquement de diriger le populisme, non pas dans sa version socialiste et collectiviste des années 70, mais dans une version encore plus, je dirais, plus sordide. C'est la version contrebandière, c'est la version prébandière, où pratiquement toute la société, dans tous ses segments, a été invitée à une sorte de gigantesque kermesse où le parasitisme le disputait au brigandage. Et à cette époque-là, nous avions dit que ça allait très très mal finir. Moi, en 2013, quand ils ont importé pour $7 milliards de véhicules, quand ils ont fait des augmentations de salaire, bien sûr en augmentant les points indiciaires de manière justement à ce que les gros salaires gonflent beaucoup plus vite que les petits. À cette époque-là, j'avais dit que dans, je ne dirais pas quelques années, j'avais dit dans 2 années maximum, vous allez la sentir passer. Parce que nous étions arrivés à cette époque à $90 milliards de dépenses publiques, de budget de l'État, enfin en équivalent dinar. Farhat Aïtali, excusez-moi de vous interrompre. Avec les mêmes sommes d'argent qui ont été dilapidées ou gaspillées ou détournées ou jetées à la poubelle, littéralement, pour ne pas dire autre chose, des gens plus compétents, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire avec ces 1000 milliards de dollars qui ont été dépensés? Il ne s'agit pas de 1000 milliards de dollars, on aurait pu faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. C'est justement ces fameux 1000 milliards qui ont pratiquement foutu la pagaille dans la réflexion économique dans le pays. J'ai bien dit que c'est cette masse d'argent qui est arrivée rapidement et sans aucun effort particulier qui a permis à des incompétences de s'ériger en maître à penser dans le pays. Avec 200 milliards de dollars, on aurait pu faire mieux. Moi, je me rappelle qu'en 2001, c'était Bambitoul qui était Premier ministre. Eh ben, on avait pratiquement des revenus de 18 milliards de dollars cette année-là et des revenus fiscaux qui ne dépassaient pas les 14 milliards de dollars. Eh ben, il était question d'un premier plan de relance économique qui avait été lancé d'ailleurs et qui avait tout l'air d'être bien ficelé. Et le gros des investissements dans la PME, PME, les gros programmes qui étaient vraiment rationnellement calculés avaient été faits à cette époque. Malheureusement, en 2003, on a assisté à la grande querelle à l'intérieur même du système, où Yahya est arrivé comme Premier ministre dans une sorte de vente concomitante de certaines gros pontes du régime qui avaient pratiquement certainement négocié avec Bouteflika cette formule, où il devait avoir un deuxième mandat moyennant justement l'installation du personnage en question comme Premier ministre. Eh bien, c'est là qu'ont commencé toutes les dérives.
C'est là que la bureaucratie, dans ce cas-là, de plus incompétent, de plus arrogant et de moins respectueux des lois et de la logique, est arrivée pratiquement à s'imposer. Et Là, plus justement, le baril augmentait, Farhat Itali, justement au sujet de M. Ouyahia, une mesure vient de tomber, 1000 produits interdits à l'import. D'abord, pourquoi 1000 produits? Ça se veut symbolique, ça se veut un électrochoc. Pourquoi 1000 produits? Justement, c'est ce que je disais. Quand une incompétence s'érige en maître à penser dans un pays, évidemment, elle a coopté aussi d'autres incompétences dans d'autres ministères, où la bureaucratie a décidé pratiquement de régir, non pas de gérer, de régir le quotidien et le destin à moyen long terme de la nation par des mesures aussi farfelues, unilatérales que populistes. Il était question de 900 produits, après c'est descendu à 850 en une nuit. Il paraîtrait que c'est sur injonction et intervention d'une partie assez influente qui se sentait lésée dans certains produits, qui ont été quasiment éjectés de la liste, justement parce que ça dérangeait certains cercles. Le lendemain matin, le Premier ministre qui se pointe avec une liste de 1000 produits, ce qui veut dire qu'il a réintégré encore les 50 plus 100 autres, mais dans les faits, c'est une mesure catastrophique qui n'aura aucun effet sur les réserves de change. Si ça se trouve, elle va effectivement éliminer ces fameux produits, mais elle va quand même augmenter la facture. Et je vais revenir à vous, Farhat Itali, au sujet de cette liste. C'est très important. J'ai d'autres questions à vous poser. C'est aussi dire qu'au sujet de ce que vient de nous dire Farhat Itali, que des gens compétents auraient pu faire beaucoup mieux avec le cinquième qui a été dépensé quasiment, 200 millions de dollars, ou le quart, disons. Sur cette question, nous nous rejoignons avec M. Itali. Je vais vous donner un chiffre, mais je reprends le chiffre de Itali, 200 milliards. Vous savez ce que représente 200 milliards? Oui. C'est actualiser le total du plan Marshall en 1945 qui a relevé toute l'Europe de l'Ouest. Je prends notre exemple le plus récent, la Grèce. Le scandale grec, vous vous souvenez un peu les problèmes des finances grecques, où tous les journaux étaient étalés, où la Grèce a été la grande faillite du système qui n'a jamais eu lieu, c'est 80 milliards de dollars. C'est ça le chiffre dont il s'agissait. Remettez ça en parallèle avec les... Et là, c'est récent, c'est pas le plan Marshall. Évidemment. Remettez ça en parallèle avec les 85, plutôt les 850 ou les 1000 milliards. Les évaluations bougent, mais elles sont encore considérables sur ce qu'on aurait pu faire. Mais effectivement, lorsque on a une manne de ce type-là, il y a ce que les Grecs appellent l'hubris. Qu'est-ce que l'hubris? L'hubris, c'est l'idée qu'on est encore plus grand que tous les dieux. Et je pense que cet argent-là a rendu fou bon nombre de gens, mais cette folie, ça a d'abord passé par leur poche, bien évidemment. Ils s'en ont bien rempli, mais surtout, ils ont permis à rendre totalement irresponsables tous comme nous sommes, du citoyen jusqu'au premier responsable, l'irresponsabilité a ruisselé, a atteint tout le monde dans nos comportements quotidiens, tous, mais surtout, bien évidemment, les détenteurs de ce pouvoir-là. Mais justement, Samuel Siddiq, pour rester dans ce que vous êtes en train de dire, ce régime, pour pouvoir perdurer, pour pouvoir piller, pour pouvoir s'adonner à ses turpitudes, et Dieu sait combien elles sont nombreuses, a donc élargi le cercle de ceux qui peuvent profiter de la manne, jusqu'à des couches populaires relativement défavorisées. Et donc, c'est une sorte d'addiction. Il a créé un grand bazar où il a permis à des gens du jour au lendemain de parler de milliards, de remplir leurs couffins. Et puis, aujourd'hui, on demande subitement aux gens de serrer la ceinture. Et qui leur demande, les mêmes qui ont mené le pays à cette situation, lui disent « Non, nous allons tout corriger ». Vous trouvez que c'est moral, ça? D'abord, la morale n'a rien à voir en politique. Oui, mais franchement... Ce n'est même pas efficace. Les apprentis sorciers qui font tomber la grêle au lieu de la pluie et qui après vous disent « Bon, c'est à vous qui devez couper ». Je ne vais même pas me placer sur le plan de la morale, mais de l'efficacité. Je vais être un peu cynique. Oui. Aujourd'hui, ils se trouvent, et vous l'avez si bien dit, ils se trouvent dans une situation très compliquée. Ils ont nourri des clientèles qui... Les ressources, je veux dire, autres que financières, morales, je veux dire, historiques, se sont effacées. La seule ressource qui leur restait et qui aujourd'hui se tarit, c'est la ressource financière et, bien évidemment, la ressource sécuritaire.
connaissez ce refrain. Le dernier recours. Ce refrain que tout le monde entonne mais ne chante pas, c'est « Aujourd'hui, nous garantissons la paix en Algérie ». Sauf que le problème, et vous l'avez dit, je reviens à la question de l'efficacité, lorsque vous avez arrosé une société, lorsque vous avez créé une fausse classe moyenne, vous savez, ce fameux concept qui a apparu dans le discours du Premier ministre à un certain moment, une classe moyenne. Cette classe moyenne a été gonflée au gaz naturel. Normalement, une classe moyenne, c'est d'abord l'effort, le travail. C'est d'abord, je veux dire, comme disait Baudin, il n'y a de richesse que d'hommes. Et dans l'homme, c'est d'abord le travail. Ils ont aboli le travail. Il n'y a pas de richesse sans travail. Aujourd'hui, cette classe moyenne, comme vous dites, et ces clientèles, étaient régies par la véritable devise de cette République-là. Je dis cette République-là parce que c'est la leur. Elle leur appartient. Oui. Il y a un côté privatif. Oui. Cette République-là, je vous l'ai donnée, tout le monde la connaît. Elle est très claire. Oui. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus les moyens, très clairement, il n'y aura plus les moyens de pouvoir entretenir, et je pèse mes mots, entretenir ces clientèles-là. Et bien évidemment, il y a une rupture tacite du pacte social qui a permis à ce régime... Du pacte social entre guillemets. Mais bien évidemment, tout est entre guillemets, république et pouvoir également, et même économie. Parce que là aussi, en termes de concept, oui. Je pense qu'on est plusieurs à penser qu'il n'y a pas d'économie. Il y a un secteur extractif et il y a autour de ça un système de prédation qui s'est mis en place et de consommation. Donc aujourd'hui, tous les ingrédients sont en place pour qu'il y ait véritablement un avenir compliqué si les choses restent ainsi. Quand je dis si les choses restent ainsi, ce n'est pas que je mets encore ou je fais crédit à ceux qui sont au pouvoir, mais aujourd'hui, bien évidemment, les choses vont changer à terme, pas demain, pas après-demain, mais elles vont être dans l'obligation de changer. Et j'espère qu'elles changeront pour le meilleur. Farhat Ait Ali, pour revenir à cette liste des 1000 produits interdits à l'import, ces gens-là vont être obligés de réduire la voilure, y compris pour leur propre clientèle. Mais comment vont-ils procéder à la sélection ? Et rien ne dit que cette liste ne va pas encore être gonflée, ne va pas être rallongée. D'abord, et ensuite, est-ce que ça risque d'avoir à court terme des répercussions, non seulement sur la vie économique de tout le monde, mais sur les équilibres que le régime a mis en place, les équilibres de ses propres relais? Il y a quand même, si jamais, clientèle et clientèle. Et ce n'est pas du tout les mêmes. Il y a une clientèle inconnue du régime qui fait partie justement des fameuses classes moyennes ou même plus ou moins supérieures au sens de la rente, parce qu'il n'y a pas de classe en Algérie. Je l'ai déjà dit que quand on est pratiquement tous addictifs à un tuyau qui court à l'horizontale, on ne peut pas adopter une pyramide à la verticale. Donc, ce n'est pas stratifié. En classe, c'est beaucoup plus des couches en fonction de la proximité de la rente. Mais les 1000 produits là, qui sont touchés ne sont pas exactement le privilège de la fameuse clientèle directe du régime. Parce que les dernières années, depuis pratiquement 2010, 2009 surtout, la clientèle la plus proche du régime s'est recyclée dans d'autres formes de prébende. Ce n'est pas dans l'importation justement de ces fameux produits qu'elle se nourrit. Moi j'ai vu la liste, les cacahuètes, le chocolat et les articles de plomberie, certaines quincailleries relèvent beaucoup plus d'une clientèle sociale du régime à un niveau généralisé que d'une clientèle directe, parce que ses amis, maintenant, ils ponctionnent directement la rente sous forme de commandes publiques, sous forme de prêts bancaires pour des projets d'investissement qui me paraissent des plus foireux, mais ils ne s'impliquent pas dans les petites importations. Cette fameuse clientèle n'importe pas des cacahuètes pour 2-3 millions de dollars. J'ai vu dans votre page que vous vous glossiez de l'un de ces produits qui va être interdit, le lait. Vous avez dit, qu'est-ce qu'ils doivent faire alors? Importer des vaches américaines, leur fameux projet d'Al-Bayt?
Le beurre, parce qu'il y a un petit malin qui a pratiquement mis sur la liste la position tarifaire du beurre sous toutes ses formes. Du beurre, oui. C'est quand même effarant, parce que si réellement il y avait du beurre local en quantité suffisante, pourquoi nous importions l'année dernière pratiquement pour 29 millions de dollars de beurre? Donc ces 29 millions de dollars de beurre n'étaient pas en surplus. Ils étaient pratiquement consommés par le marché local. Au cours international du beurre, c'est quand même 30 000 tonnes. Oui, mais les importations, les enveloppes dédiées à ces importations allant à se réduire en peau de chagrin, ça veut dire de plus en plus, le régime va quand même devoir réduire la voilure de ses propres clientèles. À votre avis, comment ça va se passer? Quels seront les modes de sélection? Les modes de sélection se font par cercle concentrique, du plus proche vers le plus éloigné. D'ailleurs, cette fameuse liste ne concerne qu'1,5 milliard de dollars, hein, en gros. Donc, on ne peut pas dire que le régime a fait dans la restriction. Ces 1000 produits ne représentent qu'1 milliard de dollars? 1,5 milliard de dollars, je l'ai dit sur la télévision nationale, j'ai dit que c'était farfelu. Pratiquement quand on divise le fameux 1,5 milliard sur tous ces produits-là, on se retrouve avec une moyenne d'1,5 milliard de dollars par produit. Comme déjà j'ai identifié certains produits, quand même certains postes, comme le beurre à 29 millions de dollars, comment ça s'appelle, à 40 millions de dollars, les meubles, la lustrerie à peu près à 20 millions de dollars. Donc il y a même des produits à 200 000 dollars. Ce qui fait qu'ils n'ont pas touché au segment. Donc, les gros segments sur lesquels se nourrissent les gros requins, ils sont allés bricoler dans vraiment les petits segments desquels se nourrit pratiquement une toute petite clientèle qui n'est même pas proche du régime. Donc, la logique de la bureaucratie au pouvoir en ce moment, ce n'est pas la même logique que l'époque de Boumediene ou l'époque des militaires de Benjdid. C'est vraiment une logique, c'est pire, parce qu'avant, ils se sentaient privilégiés, donc ils prélevaient quelques petits avantages au passage. Mais aujourd'hui, cette bureaucratie part du principe que si jamais il devait rester un petit milliard, ce serait pour les proches. Donc, au lieu de commencer à éliminer les prébendes des cercles les plus proches qui sont vraiment bien sucrés, non, ils sont allés en périphérie, gratouiller dans les cercles les plus éloignés, même si ceux-là n'auront pratiquement aucune incidence sur le poids des importations. Les fameuses licences d'importation qu'ils ont instaurées depuis 1 année et demie, que j'avais dénoncé le jour de leur instauration, pour leur opacité, pour leur caractère pratiquement discrétionnaire et pour la corruption qui était garantie dans cette histoire-là. J'en étais sûr, et d'ailleurs ça s'est déroulé selon ce scénario. Le ministre du Commerce s'est pointé pour dire qu'elle manquait de transparence. Alors que c'est lui le ministre. Maintenant, si le chargé justement du système en question de licence et le superviseur de ces fameuses licences estime qu'elle manque de transparence, et c'est un euphémisme, alors que pourrait dire éventuellement un citoyen? Résultat des courses, nous n'avons strictement rien économisé avec ces licences. Le peu d'économie qui a été fait sur les importations, et c'est de l'ordre de 900 millions de dollars, ce n'est pas sur les produits touchés par ces licences, mais sur la chute de certains produits qu'on importe massivement à l'international. Le lait est tombé de 3 400 dollars à 2 700. Le café de même, il a subi une chute en bourse, les céréales aussi. Donc nous avons eu des gains aléatoires et non pas grâce aux mesures du gouvernement. L'année prochaine, on risque d'avoir 45 milliards de dollars, si ce n'est pas plus, mais avec cette liste de restrictions qui ne touche pas directement les gros filons dans lesquels se sucrent ceux qui sont bien positionnés, sans compter que ça va créer une corruption endémique chez les petits fonctionnaires, parce que le chocolat, les cacahuètes, enfin toutes les sraïtado, ça va rentrer dans des cabas, ça va rentrer dans des fourgons par le port. Donc ce sera sans contrôle sanitaire, sans droit de douane, sans rien du tout. Et au lieu de payer les douanes algériennes, on va payer le douanier algérien, comme ça se passe habituellement. Restez avec nous, Farhat Aïtali. Samir Siddiq, M. Ouyahia, avec le bagou qu'on lui connaît, avait révélé avec fracas devant le Sénat qu'il n'y avait plus d'argent pour payer les salaires. Il a dit, même vous, les sénateurs et les députés, on ne pourra pas vous payer novembre.
Hein, donc, il avait dit que le seul moyen donc, d'éviter cette catastrophe était de recourir à la planche à billets. Mais, dans le même temps, il avait dit que ça permettait d'éviter l'endettement extérieur. Or, il semble aujourd'hui que l'endettement extérieur soit remis sur la table. Alors, sur tout ça... Écoutez, d'abord, moi, vous dire que je suis étonné de l'étonnement du Premier ministre. Hein. L'étonnement est fin de son côté et du mien également. Hein. C'est quelqu'un qui est au cœur du système depuis 30 ans et arriver à dire « mais je ne savais pas », c'est encore plus grave qu'ils disent « je ne savais pas » plutôt que de dire « je sais ». Bon, passons. Deuxièmement, je crois que Saïd Ali a dit des choses intéressantes. Hein, et cela démontre bien l'impossibilité en ce moment encore d'apporter les arbitrages réels. Les arbitrages réels qui feraient effectivement baisser la facture des importations et surtout, et l'on parle peu, ça a été évoqué, la question de la dépense publique. La question de la dépense publique, aujourd'hui, elle est captée par une classe d'entrepreneurs, on en connaît quelques-uns, ceux qui sont médiatiques. On ne les connaît que trop. Mais on n'en connaît pas assez. Il y a véritablement ceux qui, eux, bénéficient aussi, tout aussi amplement, et dont on ne parle pas. Et il y a également les enfants du régime, qui aujourd'hui se sont établis, des trentenaires, qui bénéficient, je dirais, de bon nombre de passe-droits pour accélérer la passation de la rente à d'autres générations. Et qui ont des créneaux autrement plus juteux, semble-t-il. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est ces évolutions souterraines dont on parle peu, qui reprofilent le système, qui effectivement, lorsqu'on parle des importations qui se réduisent, ne tient qu'à une clientèle, mais une clientèle qui est importante, elle est stratégique parce qu'elle ne fait pas partie du système, elle est en bas, elle est, je dirais, celle qui est la plus proche du peuple. Et elle fait partie du peuple. Qui se mouille. Totalement. Et donc, c'est très compliqué là aussi. Et je pense que lorsqu'on parlera aujourd'hui, je dirais, de la situation économique en Algérie, moi, ce qui me rend un peu, je dirais, un peu dubitatif, et même plus que cela, c'est que, parlons plutôt de l'arrêt des importations. OK. Mais vous savez, et vos téléspectateurs le savent, ça ne peut être que ponctuel. Ça ne peut être que ponctuel parce que, bien évidemment, aujourd'hui, cela fait augmenter le taux de change réel du dinar, ça augmente les prix intérieurs et ça augmente le coût des intrants. Et donc, bien évidemment, les produits, même ceux qui ne sont pas importés finis, vont être plus chers à la vente. Donc, on a une situation qui n'est pas tenable sans compter nos engagements internationaux, où nous avons une zone de libre-échange avec les pays arabes, où nous avons un accord d'association. Donc, on ne pourra pas faire fi longtemps encore de tourner le dos à la réalité. Mais non plus les moyens. Mais c'est bien ce que je veux. Ils n'ont plus les moyens. Je suis totalement d'accord. Ils n'ont pas le choix. Donc, ils n'ont pas le choix, sauf que plus vous retardez les arbitrages, plus les choix se feront défavorablement. Pour l'instant, il n'y a... Au point où ils s'imposeraient. Bien évidemment, puisque là, vous parlez incontournable. Mais ça nous ramène au sujet de l'endettement extérieur. Voilà, ça remet le sujet de l'endettement extérieur. Vous parlez des réserves de change. Les réserves de change sont passées, si mes souvenirs sont bons, de 194 milliards fin de 2014 à 93 milliards fin 2017. Ils sont descendus ouais. au-dessous de la barre. Ils sont des 100 milliards. De la barre symbolique des 100 milliards. D'accord. Ça veut dire une érosion de 25 milliards par an. Donc l'idée de dire nous sommes un pays riche, il faut véritablement aujourd'hui la pondérer. Il n'y a de richesse, encore une fois, que d'hommes en action, au travail. La richesse, nous la produirons. Nous ne pouvons pas juste l'extraire. L'idée ou l'histoire qui a fait que la richesse était extractible du sol, c'est un chapitre pour l'instant qu'on peut fermer. Aujourd'hui, il va falloir remettre les gens au travail. Et le grand problème de tout cela, vous ne pouvez mener une politique d'austérité à deux conditions de mon point de vue. D'abord, d'avoir une réponse sur l'avenir, une vision, et les restrictions aux importations n'est pas une réponse au futur. Et deuxièmement, et permettez-moi de sortir de l'économie, parce que ce que vous dites est éminemment politique, tout est politique en tout cas, aujourd'hui dans notre pays.
Aujourd'hui, pour mener une politique d'austérité, il faut un pouvoir crédible, un pouvoir dont on peut se dire qu'il peut mener pour l'avenir. Ces conditions ne sont pas réunies. Et pourtant, et je vais vous redonner la parole, pourtant, ce même régime qui n'a vécu que par l'extraction des richesses, en les mettant sur le marché, pas plus de travail que cela. Aujourd'hui, il raisonne d'une autre manière, il s'est mis à la planche à billets, ça veut dire qu'il fabrique de la fausse monnaie pour essayer de faire tourner la baraque. Et pourtant, il reste, il est là, mais il ne part pas. Vous revenez à ce que je disais, c'est Oui. là. Quel est votre, je veux dire, le point d'horizon que vous fixez? Vous êtes un homme d'État? Vous ne pouvez pas fixer l'année qui suit, la loi de finances qui suit. Voilà. Quand vous me dites la planche à billets, on sait très bien que et on va pas revenir, vous avez fait plusieurs émissions sur cela, on sait très bien quels sont les effets néfastes de la planche à billets sur une économie et sur une population. On sait très bien qu'aujourd'hui, la question... M. Yahya dit qu'il n'y aura même pas d'inflation. Ah, il a dit publiquement. Avec un appareil statistique totalement défaut qui n'appréhende pas la réalité, il peut tout nous dire. Sauf que la réalité, c'est les citoyens, lorsqu'il va acheter les choses, qui la ressent. Ce n'est pas le Premier ministre dans son discours. Alors, ce qui manque, c'est cette notion, je dirais, d'avoir une vision sur l'avenir, d'avoir véritablement un objectif et des perspectives. Et l'endettement extérieur? Et bien, l'endettement extérieur va se mettre en place. Il a commencé très timidement. Mais il a promis, il a dit nous n'irons pas à l'endettement. On a dit tellement de choses qui sont arrivées. Dois-je vous faire toute la liste des promesses qui n'ont pas été tenues? Vous savez, l'économie est têtue, le politique est têtu. L'ordre du discours ne peut pas remettre en cause une réalité. C'est une réalité qui aujourd'hui est de plus en plus complexe et va être de plus en plus complexe à gérer. Aujourd'hui, ce pouvoir qui détruit les richesses et qui fait fuir l'intelligence n'est plus en mesure de mener la bataille de l'avenir. Farhat Ait Ali, pour revenir à cette histoire d'inflation et de planche à billets, dans une précédente émission, vous nous aviez un peu expliqué, mais j'aimerais que vous y reveniez. M. Ouyahia donc a déclaré qu'il n'y aura pas d'inflation après cette planche à billets qui s'avère, paraît-il, très, très massive. Est-ce que vous pourriez nous expliquer s'il peut avoir raison éventuellement? Franchement, je ne sais pas si M. Ouyahia sait exactement de quoi il parle quand il parle d'inflation. Parce que l'inflation, par définition, ce n'est pas l'augmentation des prix à la consommation, ce n'est pas la baisse du pouvoir d'achat uniquement. C'est, comme ça vient de l'anglais, inflated, c'est un enflement. Ça veut dire quand une masse monétaire enfle, c'est de l'inflation. Automatiquement, cette masse monétaire ne trouve pas d'équivalent en produit. C'est aussi simple que ça. Si on ne produit pas assez, si on n'a pas assez de devises pour importer, ou bien pour une raison ou pour une autre, on bloque l'accès, justement comme il vient de faire pour cette fameuse petite liste des 1000 produits, automatiquement il y aura plus d'argent que de produits. C'est ça l'inflation. Donc s'il dit qu'il n'y aura pas d'inflation, c'est que ce monsieur, je sais qu'il n'a strictement aucune notion d'économie, mais il utilise aussi une terminologie qu'il ne maîtrise pas. On ne peut pas émettre pratiquement pour 1800 milliards de dollars, pour 1000 de dinars, pratiquement pour 15 milliards de dollars en 2018, pour 570 milliards, c'est le gouverneur qui vient de le dire, pour 2017, et se retrouver avec 20 milliards, l'équivalent de 20 milliards de dollars dans la nature, qui n'ont pas leurs 20 milliards dans les réserves, et qui ne les ont pas en produits intérieurs, sans inflation. Ça, c'est lui qui le dit. Franchement, ce monsieur défie les lois des mathématiques, les lois de la logique. C'est vraiment ce qu'on appelle une sorte de battleur de foire. Il a l'audace quand même d'affirmer n'importe quoi. Et évidemment, il peut même reposer ça sur quelques experts maison qui viendront expliquer que moyennant telle mesure, moyennant une productivité intérieure améliorée, si on devait mettre bien sûr la machine de production en marche, enfin avec une addition, une série de si, et ils peuvent toujours dire si on mettait tout ça en place, eh ben on n'aura pas d'inflation. Mais s'il y avait tous ces si-là, on n'en serait pas là déjà, on ne serait pas dans cette catastrophe. Ce monsieur ne serait pas obligé d'émettre de la monnaie. D'ailleurs, en 2016, j'avais prédit à Sellel qu'il émettrait de la monnaie à partir de la mi-2017, ce qui avait été démonté à l'époque avec véhémence.
Mais maintenant, ce qui avait été démonté sous Sellal est devenu une trouvaille géniale sous Yahya. Évidemment, ils ont quand même cette capacité de transformer même les fruits d'un échec en trouvailles, en découverte unique en leur genre que seuls les Algériens savent faire. Farhat Maintenant, pour- Aitali, si je vous demandais, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, et plusieurs questions que je voudrais vous poser à l'un et à l'autre, donc si je vous demandais de résumer en quelques mots le bilan financier de l'exercice 2017, vous nous diriez quoi? Bah, le bilan financier de l'exercice 2017, bon, il est calamiteux comme c'était prévu en 2016. Pratiquement, nous en sommes à l'émission sans contrepartie, mais aussi, il y a une tromperie dans le bilan. C'est que nous avons fait une autre émission en dehors des déficits, c'est que la Banque d'Algérie a toujours émis pour pouvoir transformer, même escamoter certains déficits. Le bilan 2016, c'est vraiment le bilan de l'année de l'Esbrouf. Pratiquement 3 premiers ministres se sont succédés en espace de 12 mois, avec des résultats que tout le monde connaît pour les trois. C'est un égarement total de la sphère de gouvernance, en général, pas seulement économique du pays. Nous avons vu ces derniers jours les images d'une réunion des habituels partenaires de la tripartite, le patronat représenté par Haddad, le fameux syndicat représenté par Sidi Saïd et M. Ouiahia qui représente le gouvernement. On y a parlé de choses et d'autres, mais on a parlé de privatisation. Et certaines scènes rapportées par la presse sont réellement psychédéliques. Alors, un chef du gouvernement qui tente de justifier la privatisation en nous parlant de minoterie, comme si ça ne se résolvait qu'à ça. Un secrétaire général du plus grand syndicat des travailleurs du pays qui encense la privatisation du secteur public. Et le patron du patronat, M. Haddad, qui rend un hommage réellement très comique au premier patron du secteur public, le PDG de Sonatrach. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de privatisation, Sami Oster? D'abord, juste cette image que vous venez de donner. Si nous étions dupes, on aurait eu l'impression qu'on est en Allemagne dans une forme de cogestion. Zama, qui me troll. Mais on est bien loin de tout ça. On est encore une fois dans le travestissement d'une réalité. Alors, sur la privatisation, juste veux dire que ce qu'il se propose d'être fait, c'est les PPP, partenariat public-privé, qui n'est pas, je dirais, ce qu'on appelle d'habitude une privatisation. D'abord, ça demande deux choses. Ça demande un patronat véritablement et ça demande un secteur public qui fonctionne. C'est deux conditions aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait réunies. Moi, je reste réservé j'ai étudié de nombreux cas et participé à des PPP à travers le monde et surtout dans les pays, comme on dit, pudiquement émergents, et je n'ai jamais trouvé ça d'une réussite folle. Donc il ne s'agit même pas de privatisation, parce qu'à la limite, encore une fois, on reste toujours au milieu du gué, dans cette incapacité, je dirais, à arbitrer. On reste dans un système que l'on voudrait mettre en place de PPP, donc partenariat public-privé, qui aujourd'hui, d'abord, pour arriver à ce partenariat, demande un nombre d'intervenants et, je dirais, de conditions qui le rendent d'une certaine façon impossible, sauf pour certains. Vous savez, c'est toujours l'exception. Donc, on aura quelques partenariats publics-privés, mais qui n'auront pas comme objectif l'efficience économique, mais plutôt le développement d'une relation économique en faveur, je dirais, d'un partenaire privé d'abord. Donc, on assiste d'une certaine façon à un faux partenariat public-privé. Sur les privatisations, puisque vous parlez des privatisations, la loi de 2016 a remis en place, je dirais, une mesure qui est celle d'avoir une minorité de blocage de 34%. Là aussi, dans un passé récent, vu les dossiers très près des privatisations qui n'ont pas eu lieu, celle des cimenteries, puisque moi-même j'étais président du banque d'affaires et j'étais sur la shortlist. Je peux vous dire que ce qu'il y a, alors on peut être pour ou contre, c'est même pas cela dont je veux parler, c'est l'incapacité à fabriquer, à produire une décision politico-économique qui amène, je dirais, de l'efficacité. C'est un système bloqué qui détruit les choses.
Sur ces privatisations, on est resté au milieu du gué. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vous raconte l'histoire d'une cimenterie, la plus grande cimenterie d'Algérie à cette époque. On voulait ouvrir le capital. L'histoire n'a pas bougé. Et qu'est-ce qu'on a fait parallèlement? On a permis à Orascom d'ouvrir une cimenterie privée qui avait une production qui, d'une certaine façon, dévaluait la cimenterie à vendre. On s'est trouvé dans une situation où la vente a été contournée en disant nous ne privatisons pas, mais on a permis à des intérêts privés de s'accaparer à un coût d'entrée sur le marché très faible une part importante du marché du ciment. Mais c'est à ce point, même en des circonstances pareilles, qui ce serait suicidaire, y compris pour eux-mêmes, ces gens qui sont en train de concocter de telles attitudes, de telles stratégies? Alors, tout dépend de ce que vous appelez suicide. Je m'explique. Oui. Moi, je pense qu'il y a une idée de dépossession dans tout ça. Et je vais m'expliquer si vous avez 5 minutes. Oui. Nous sommes, il faut le dire, nous avons été, par différents phénomènes historiques et anthropologiques, dépossédés de nombreuses choses. De notre culture, de nos terres. 62, d'une certaine façon, on a recouvré une indépendance, mais le peuple a gardé, je dirais, on a confisqué encore de nombreuses choses pendant très longtemps. Et ce pouvoir, d'une certaine façon, a lui aussi intériorisé la dépossession. Et je vais m'expliquer pourquoi. Lorsque vous avez une élite, même une élite corrompue, elle utilise rationnellement la corruption et la prédation pour se maintenir le plus longtemps. Nous, on a l'impression que notre pouvoir, ce pays, ils n'ont pas ce lien avec ce pays. Leur but est d'être dans une prédation totale le plus rapidement possible. Donc même dans ça, il y a une incohérence d'une certaine façon pour nous, mais pour eux, il y a une cohérence dans la prédation d'aller le plus vite, le plus loin. Farhat Aït Ali, un mot d'abord au sujet de cette privatisation, avant que je vous pose une question en particulier. Il n'y a pas de privatisation de mon point de vue, il n'y a même pas tentative de le faire. La formule telle qu'elle a été plus ou moins développée dans la fameuse charte que j'ai qualifiée de charte bidon était déjà prévue dans la loi de finances pour 2016. Il y a un article qui prévoyait cette entrée des privés locaux à 66% dans les capitaux des entreprises publiques. Toute entreprise publique, hein, parce que là, quand on parle de PME, PMI, le Premier ministre a cité l'exemple des minoteries, qui est un exemple cocasse de toute façon, mais le ministre des Finances a dit que même les banques étaient ouvertes à cette formule. Mais je ne vois pas selon quel canevas et dans quelle optique des privés nationaux vont se s'acoquiner à 66% avec un secteur public qui a une autre vision de l'économie. D'ailleurs, les deux visions, de toute façon, chez les privés qui sont proches du système, c'est des privés qui n'ont strictement rien à voir avec le management, au sens moderne du terme, et encore moins avec le dirigisme socialiste cher aux syndicalistes qui sont incrustés justement dans les sphères de ces entreprises en faillite. Ils vont se retrouver en face encore d'un staff dirigeant du secteur public lui-même soumis à la tutelle et habitué à la tutelle. Comment peut-on mettre tout ce bon monde-là dans le même conseil d'administration et espérer des résultats? Alors, question. Quelqu'un... Oui, finissez votre phrase. Quelqu'un a dû penser qu'en les mettant à 66%, ça ouvrait la voie, une voie douce pour une emprise totale plus tard. Mais ça ne marchera pas. Ils ne se présenteront même pas sous cette forme-là. Alors, très rapidement, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, la polémique Ould Abbas ou Yahya sur la privatisation, hein, ils sont en train de faire du cirque carrément. Et puis, les critiques de Chakib Khalil sur la politique économique de Yahya. Ça semble absolument... Je ne commente pas les critiques de Ould Abbas parce que je n'estime pas que le personnage soit plus digne que la personne qu'il critique en matière d'économie. Donc, à la limite, ça relève beaucoup plus de l'esbrouf politique sous maquillage économique. Par contre, en ce qui concerne Chakib Khalil, je l'ai écouté sur Zaire News, je ne peux pas contester ce qu'il a dit, tout simplement, c'est parce que je pense 99% de ce qu'il a dit, et d'ailleurs je l'ai dit avant lui, ça fait des années.
Je ne peux pas être contre sa position sur le 51-49 ou sa position sur la bureaucratie. Bon, on peut reprocher beaucoup de choses à Chakib Khalil, mais on ne peut pas lui reprocher d'être un bureaucrate. Apparemment, même sa disgrâce à partir de 2010 n'était pas due à ses prédations à l'intérieur de son attraque, le système étant prédateur par essence, mais c'était beaucoup plus dû justement à sa vision qui contrariait beaucoup plus cette emprise des bureaucrates sur la vache laitière. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Sami Ousseddiq, un dernier mot, puisque nous avons un peu débordé sur le temps imparti. Parfait. Eh bien, écoutez, on a longuement parlé effectivement de la situation aujourd'hui qui se dégrade rapidement. Hein. Je parlais de longue maladie et je confirme que c'est une longue maladie. Ceci dit, moi, ce qui aujourd'hui m'inquiète plus, c'est l'incapacité de voir l'avenir. Il va nous falloir à nous, tels que nous sommes, tous, je dirais ceux qui ont une vision de cette Algérie, ceux qui veulent une Algérie prospère, démocratique, de pouvoir une bonne fois pour toutes se mettre d'accord sur véritablement travailler ensemble pour autre chose. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés, chacun épiant l'autre, chacun critiquant l'autre. Il est temps aujourd'hui de constituer véritablement une alternative. Parce que sans alternative, il n'y aura pas de possibilité d'un avenir autre que celui de la catastrophe vers laquelle nous nous menons. Merci Sami Ousseddiq, merci Farhat Taïtali. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Kawala khair, slama.